Voyager en van au Brésil, découvrir cet immense pays le long de ses routes, se laisser porter par nos envies et vivre l'instant présent. C'était notre rêve et on était en train de le réaliser. On s'est donné 3 mois pour aménager un combi au Brésil et traverser une partie de ce pays. Dans le dernier épisode, ce rêve avait failli basculer dès la première nuit, mais on avait réussi à rebondir. Le voyage t'apprend à avancer, trouver des solutions dans les moments les plus difficiles. Au moins, on était prévenus, ce voyage n'allait pas être de tout repos, ça on le savait maintenant. Traverser un des plus grands pays du monde avec un vieux van, c'est pas la chose la plus facile, mais c'est ce dont on avait envie. Léo, on l'a acheté pour pas très cher, et il était pas tout neuf, mais c'est pas grave. Si on l'a choisi pour être notre compagnon de route, c'est que justement, on veut aller au bout avec lui. Pas d'excuses, on veut montrer que même avec de vieux véhicules, on peut encore les amener très loin, nous faire voyager et vivre de belles choses. Évidemment, c'était une blague, c'est Thomas qui va conduire. C'est ça notre esprit, notre rêve, et on allait le réaliser coûte que coûte. On continuait notre route toujours plus vers le nord, en direction du prochain état, Espírito Santo. Je crois qu'on est plutôt pas mal ici, hein. Franchement, on s'est trouvé un super spot, juste à côté d'un village de pêcheurs. Le mood est incroyable. Les gens sont super gentils, ils nous ont même proposé d'aller remplir de l'eau chez eux. Alors comme on te l'a dit aujourd'hui, on vient de quitter l'état de Rio. On est officiellement dans un autre état, l'état de Espírito Santo. Donc c'est plutôt un petit état qui se situe au nord de Rio, un petit état de 4 millions d'habitants par rapport à toute la population du Brésil qui est de 215 millions, c'est assez petit. C'est plutôt un petit état qui est pas très connu, on va dire, qui est plutôt discret. Après c'est vrai que je sais pas si tu te rends compte de la taille du Brésil, mais c'est près de 15 fois la France, c'est le plus grand pays d'Amérique du Sud. En fait ce que je trouve passionnant c'est que le pays est si grand que je me dis, en fait, être brésilien, ça veut un peu tout et rien dire. Tu peux être brésilien de l'Amazonie, brésilien de Florianopolis dans le sud du pays, tu peux être brésilien de Rio de Janeiro, tu peux être brésilien, enfin, c'est vraiment énorme. Uma parede de ferro aqui. Ah, sério? É que a gente comprou e já tava mais ou menos... Já compraram assim. A gente só melhorou, tipo, a gente fez o teto, a gente fez essa parte, mas já tava... home. Meu filho é palhaço, a minha nora e o meu neto. Então é uma família circense. E a gente tem uma Kombi também. Sério? A gente viaja muito. E vocês são daqui? Eu sou de Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte. En tout cas, là, pour l'instant, le Brésil, c'est vraiment que du bonheur. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compliqué pour voyager en van, que trouver des spots, ça allait être plus dur, que l'Europe, au final, c'était plus facile. Pour l'instant, c'est totalement l'inverse. Le Brésil, c'est vraiment trop simple, on trouve des spots hyper facilement. Chaque jour, on trouve des spots, mais vraiment magnifiques. Franchement, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Le combi roule bien, la porte est réparée, on a tout pour être heureux, tout pour profiter de l'aventure. On a pris la direction de celle que l'on appelle la petite Rio de Janeiro, souvent méconnue à l'international mais qui n'a rien à envier à sa grande sœur, la capitale de Espírito Santo, Vitória. Là, on prend un méga pont qui nous amène sur l'île de Vitória. Qui est là? Capitale de Espírito Santo. Et si on est à Vitória, c'est parce que justement on a rendez-vous avec Vitória, une brésilienne de notre âge qui vit ici. Vitória a connu Lou en Belgique il y a 8 ans. Elle était alors en échange scolaire dans le lycée de Lou. Depuis, elles ont gardé contact et c'était l'occasion parfaite de se revoir après toutes ces années. Vitória nous a super bien accueillis et fait découvrir toute la ville. Ce qui ne devait durer qu'un après-midi a finalement duré 3 jours. On a vraiment découvert l'hospitalité à la brésilienne. On a mangé ensemble, on est sortis là où tous les jeunes de la ville sortent. Elle nous a montré son agence de création graphique pour des marques indépendantes de streetwear brésilienne. On s'est même fait tatouer tous ensemble. 1, 2, 3. Ok. Ça va être cool, non? Sans Vitória, on serait sûrement passé à côté de cette ville et de tout ce qu'on a vécu là-bas. De toute façon, il n'y a pas meilleur moyen que de découvrir une ville avec un de ses habitants. Après 3 jours intenses, on s'est dit au revoir et promis de se revoir en Europe ou au Brésil, qu'importe. Et nous avons repris notre route vers de nouvelles aventures et rencontres. Là, je crois qu'on a trouvé un spot incroyable.
Ah franchement, quel réveil incroyable. On en veut plus des comme ça franchement tous les jours. On s'est trouvé ce spot vraiment incroyable. Je pense que c'est, on peut le dire, notre spot numéro 1. Ça s'appelle Praia dos Coqueiros, ça veut dire la plage des cocotiers. Et c'est juste un endroit de rêve. T'as cette immense plage pour nous tout seuls, où tu peux te garer n'importe où avec ton van, vraiment te mettre n'importe où. C'est juste un paysage de rêve. Je pense qu'on a tous rêvé d'un paysage comme ça, d'un spot comme ça en van. On est arrivé ici hier soir, donc un peu à la limite du coucher de soleil. On est à 1h30 de Vitoria, donc la grosse ville de Vitoria. On a passé les 2-3 derniers jours là-bas. C'était vachement cool, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps. Comme je te l'expliquais, on a rencontré une ancienne amie de Lou qui s'appelle aussi Vitoria, comme la ville. Donc c'était Vitoria à Vitoria. Elle nous a juste montré la ville pendant 3 jours, elle nous a hébergé chez elle. C'était super cool, alors que ça faisait 8 ans qu'ils s'étaient pas vus avec Lou. Retour à la vie en van, retour à la vie sauvage. Et rien de mieux que ce spot vraiment incroyable. Je pense qu'on va vraiment chiller ici toute la journée, voire plusieurs jours. Travailler, aller se baigner, se reposer, dormir. En fait, ce qui est trop cool, c'est que vraiment ce van nous permet de vraiment d'explorer le Brésil bien en profondeur. Et là, ça fait tellement plaisir de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait en tant que touristes normaux. On serait resté vraiment dans notre petite zone où on aurait pris des bus, mais voilà. En fait, la grosse différence entre voyager en van et voyager en backpack ou en bus, c'est que t'es quand même assez vite limité parce que t'es vraiment dépendant de où le bus t'amène et donc tu fais très généralement les mêmes itinéraires, les mêmes spots importants. C'est plus compliqué, tu peux le faire, mais c'est plus compliqué de sortir des sentiers battus. Et c'est ce qu'on fait avec Léo, le van, et ça c'est vraiment trop cool. Et surtout on a le temps. Si on a envie de rester 2, 3, 4 jours, une semaine ici, on peut. Et on a tout pour rester ici. Et en plus ça nous coûte 0. Et ça c'est vraiment le bonheur. Le vrai. Alors ça c'est tous les stickers que Vitoria nous a donnés. Pour mettre sur le van. Tout ça c'est des marques brésiliennes. Un peu streetwear, ça va être grave stylé. Et en fait elle gère un peu toute la com et elle a fondé son agence. Et on va peut-être travailler avec elle pour Taruga. Ouais. On met sur la vitre? Ouais. On en met un ici, là on en met un ici, un Attends, ici. Un qui va bien avec Taruga. Pas un. Ah, je sais pas, c'est école d'eau. Waouh, stylé? Ouais. Hop. Attends, on a fait aucun effort, les slips qui pendent au-dessus là. On avait hésité à enlever ça parce que Flamengo c'est la plus grosse équipe au Brésil et apparemment on avait reçu des messages comme quoi on pouvait avoir des gens qui nous pètent nos vitres et tout. On a hésité à l'enlever. Ah putain, tu vois, il y a trop de poussière sur le... Et on s'est dit c'est dommage, imagine on se fait casser notre vitre parce qu'on soutient ce club alors qu'en vrai on s'en fout. On s'en fout complètement, il était déjà sur le van mais on trouve les stickers stylés. Hyper stylé. Ouais. Et ça fait vrai brésilien quoi. Tac. Bon du coup on a décidé de bouger d'endroit. On cherchait un coin à l'ombre parce qu'on pouvait pas tenir toute la journée en plein soleil comme ça. Et là en fait on est vraiment dimanche. Et dimanche au Brésil c'est le jour de plage. Donc là vraiment tous les Brésiliens vont à la plage aujourd'hui. Et donc je pense que le spot va être vraiment rempli de monde. Il y a déjà quand même pas mal de monde qui sont arrivés. Là il est déjà environ 10h, 11h du matin et c'est déjà rempli. Il y a plein de gens qui sont venus un peu nous coller. Je pense qu'il y en aura encore plein qui vont arriver. Et vraiment ici c'est trop marrant parce qu'il y a vraiment toute une culture de la plage du dimanche où tu passes ta journée à la plage et tu viens pas comme chez nous juste avec ta serviette. Non, tu viens vraiment avec toute ta maison, tu viens avec ta glacière, tu viens avec ton barbecue, tu viens avec toute ta famille, tu viens à 12 et tu prends possession de l'endroit et vraiment tu te poses et tu restes toute la journée. Genre vraiment ils sont là hyper tôt, ça nous choque, ils arrivent genre à 8h et à 10h ils sont déjà en train de boire leur bière. Ouais. Ah oui et aussi surtout un truc qui est trop drôle c'est qu'ils s'assoient pas par terre. Tout le monde ramène sa chaise de plage et tu t'assois pas par terre, tu vas pas te mettre sur ton pareo comme nous, genre ça c'est hors de question. Bon les gars,
une journée de plus dans ce merveilleux endroit. Ça fait quelques jours qu'on est ici et franchement, on a vraiment trouvé le paradis. J'essaye de bien protéger mon tatou, de mettre un peu de sparadrap dessus pour éviter qu'il y ait du soleil qui tape dessus parce que là, il fait extrêmement chaud. Là, il doit être 9 h du matin et il fait déjà, je crois qu'il fait déjà 33 ou 34 degrés. Donc j'évite et aussi de le mouiller avec l'eau de mer, c'est toujours mieux, surtout au bout de 2-3-4 jours. C'est ça, le désavantage de faire un tatouage en voyage. Franchement, cette nuit, c'était un peu un enfer pour te raconter. En gros, on n'avait plus d'électricité dans le van, on a vidé complètement la batterie parce que j'ai voulu charger mon ordinateur. En fait, ici, le soleil est très très fort à partir de 8 h du matin jusqu'à midi 13 h. Par contre, à partir de 13 h, le soleil est déjà descendant en fait. Donc 13, 14, 15 h, une moins bonne autonomie solaire et surtout, il fait beaucoup moins chaud l'après-midi que le matin. C'est le matin où il fait vraiment très chaud. Étant donné que le soleil se couche assez tôt, aux alentours de 17 h 50, 18 h, c'est vrai que c'est assez tôt vu qu'on est près des tropiques. Donc c'est un peu une dynamique différente au niveau du soleil qu'en Europe. Ce que je te disais, c'est que cette nuit on n'avait plus d'électricité, du coup j'avais vidé toute la batterie et du coup on n'avait même pas assez d'électricité pour notre petit ventilateur et il a fait mais super chaud, zéro vent et donc du coup on a essayé de dormir un peu avec les fenêtres ouvertes mais ça changeait rien et du coup on s'est fait piquer par toutes les bêtes, tous les insectes, tous les moustiques qu'il y a dans les palmiers. Ouais, c'était une nuit un peu horrible. Je crois que c'était la pire nuit en fait de ce voyage pour l'instant. On a fait les recharges, courses, glace, des glaçons comme d'hab. Ça s'achète dans toutes les stations essence et c'est hyper pratique pour pouvoir garder de l'eau fraîche. Marrant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de musique ce soir. Ouais. Ce soir on se fait à manger. C'est rare ça. En fait on fait quasi jamais à manger parce que c'est le même prix presque d'aller faire les courses que d'aller prendre des potato frites. Une soirée de plus dans ce merveilleux spot. C'est assez rare qu'on se fasse à manger pendant ce voyage. Parce qu'en fait, ça vaut beaucoup plus le coup de manger au restaurant. Ça prend moins de temps, c'est moins cher. Il n'y a pas la vaisselle et aussi c'est très bon. Mais du coup, de faire à manger, c'est vrai que ça manque un peu. Alors là, ce soir, on s'est dit, bon, on va vraiment se faire à manger. On va acheter des bons légumes. On va faire des sortes de petites moussetées avec des petits légumes, de la coriandre et du poulet pané. Ça va être bon. Il y a un truc qui est vraiment pas cher, c'est les PF, les potato frites. Et il y en a dans quasi tous les restos. Et en fait, il faut demander, c'est pas toujours écrit sur la carte. Ouais. Et quand tu demandes, eh ben, souvent ils en ont et c'est genre 20 reais, 25 reais max. Ça fait combien ça? Et ça fait genre 4 euros. Ouais. Et on en prend 1 à 2. Ouais. Donc, c'est vraiment... Alors que là, par exemple, des courses, on en a pour 100 reais. C'est vrai que c'est ça aussi la grosse différence avec un road trip en Europe, c'est que là, niveau budget, c'est vraiment pas cher. C'est délice. Trop bien. C'est dommage, il nous manque la petite guirlande là. On n'a pas réussi à en trouver une comme sur Albert, mais ça c'est vraiment le banger qui nous manque là. Un peu suspicante. Le pizza, merci. Oh, dinguerie. C'est bon hein. C'est pas super bon. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas roulé. Mais là ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression de rester une semaine ici. Mais c'était vraiment magnifique. Hein. C'était trop bien. Je crois que Léo il avait besoin de se reposer et là il avait envie d'y aller là, tu vois. Let's go! Bon, petite pause. Alors ici c'est un road video, c'est un restaurant d'autoroute et dans chaque station essence tu as un énorme restaurant comme ça. Là c'est assez haut, pour 5 €, tu peux te servir à volonté en fait. Qui est le plus gros porc? Et il y a ça vraiment partout quoi, sur l'autoroute. Nunca vas a sentirte mal. Et nous voici arrivés à notre destination Itaúnas, la nouvelle ville d'Itaúnas. Je pense que c'est par là. C'est Lou qui conduit. Waouh, c'est bizarre. On vient d'arriver, franchement on a roulé toute la journée, on a fait au moins 4-5 heures de route. Waouh, on est en train de passer par un pont là. Attends, t'es sûr? Oui, il y a pas mal de boss. Je veux que tu le fasses le pont. Je fais pas confiance. C'est pareil hein. Non mais C'est une ligne droite. j'ai pas envie. Tu peux le faire. Trop tard. Tu te mets en première et tu fais tranquille. Tu peux y arriver.
Alors on se situe actuellement dans le village perdu de Itaúnas. Et le village perdu d'Itaúnas, je voulais t'en parler parce que c'est une histoire assez intéressante ici au Brésil. Une histoire qui est quand même assez connue dans le pays, j'ai l'impression. Donc Itaúnas, c'est un petit village de pêcheurs qui se situe entre Espírito Santo et Bahia. Donc c'est deux états du Brésil. Là on est quasiment à la frontière entre les deux états. Bahia, c'est un énorme état par rapport à Espírito Santo. Itaúnas de base c'était un petit village de pêcheurs. Voilà, il n'y avait pas énormément de monde qui vivait ici, c'était quelques maisons. Ils vivaient principalement de la pêche vu qu'ils étaient vraiment en face de l'océan Atlantique et aussi de la culture de farine de manioc. C'était vraiment un petit village assez coupé du monde extérieur, assez centré sur lui-même. On est quand même loin des grandes villes du Brésil. C'est des chemins de terre pour venir à ce village-là. Donc il y a quelques années, dans les années 1950, dans les années 1930, c'était encore plus isolé que ça. Et Itaúnas, en fait, il s'est passé quelque chose ici qui est intéressant. Le village a complètement disparu. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 50, les habitants du village se sont mis à déforester la forêt qui les séparait de l'océan. Voilà, il y avait une petite forêt. Ils ont complètement déforesté cette partie de la forêt pour avoir plus facilement accès à l'océan et pour aussi faire du bois, pour cuisiner, pour chauffer les maisons, enfin ils avaient besoin de bois, de combustible et ça s'est très rapidement retourné contre eux. En l'espace de 20 ans, à partir des années 70, le village a complètement disparu parce qu'il y a un phénomène naturel qui s'est passé, c'est que les dunes de sable ont complètement avancé sur le village et ont complètement enseveli tout ce qui reste du village. Aujourd'hui, à Itaúnas, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a que des dunes de sable et en fait on marche sur un ancien village où il y a 40 ans, il y avait des maisons et des familles et des pêcheurs et des gens qui vivaient. Donc derrière moi se trouve la maison de Tamandaré, l'unique maison qui a survécu du village parce qu'elle était un peu en hauteur. Bon, aujourd'hui elle est un peu dans un sale état, elle a été pas mal taguée. Le monsieur a vécu ici jusqu'en 2006 du coup et c'est vraiment le dernier villageois qui a su vivre dans ce village. Ici en fait on marche vraiment sur les ruines du village mais qui sont totalement engloutis par le sable, donc c'est un peu dur de s'imaginer. Le phénomène s'est vraiment déroulé en 30 ans, donc à partir des années 40 jusqu'aux années 70, donc ça a été vraiment progressif. Aujourd'hui il n'y a plus aucun village, il n'y a presque plus de traces de civilisation. Alors les habitants du village, quand ils ont commencé à s'apercevoir que les dunes avançaient sur leur village et ensevelissaient complètement leur maison, ils ont décidé de créer un nouvel Itaúnas, c'est la ville qui existe aujourd'hui. Donc ça c'est la ville moderne, c'est la nouvelle Itaúnas, et ça c'est une ville un peu plus touristique de l'autre côté du fleuve. Donc voilà, ils ont décidé de mettre la forêt et le fleuve, une rivière qui s'écoule pour les protéger et aujourd'hui c'est la ville que tout le monde connaît. En fait c'est vraiment quand on traverse toute la végétation autour de la ville d'Itaúnas qu'on se rend compte que c'est vraiment grâce à ça que la nouvelle ville n'a pas aujourd'hui disparu avec l'avancée des dunes. En fait c'est vraiment toute cette végétation hyper dense qui protège les villes des dunes qui en fait avancent chaque année de 3 à 5 mètres avec les vents du sud-ouest et les vents du nord. Je trouvais que c'était un exemple parfait des conséquences que l'être humain peut avoir sur son environnement. On pouvait se dire que détruire une petite forêt autour du village pourrait être sans conséquence. Protéger la forêt, c'est pas seulement pour protéger la biodiversité, protéger les espèces, protéger les arbres, ce qui est déjà très important, mais c'est aussi en fait pour nous protéger nous-mêmes. Ce que j'apprécie le plus dans le voyage, après le sentiment de liberté, c'est l'apprentissage. À travers nos périples, on découvre tellement de nouveaux endroits, d'histoire et de culture. Le monde est vraiment gigantesque et la soif d'apprendre ne s'arrête jamais. Je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de s'intéresser et de tenter de comprendre notre monde au mieux. À travers mes vidéos YouTube, j'essaye de plus en plus de tendre vers un format entre le vlog, le documentaire et le portrait. Je trouve peu à peu mon format idéal et cela demande pas mal de travail. Mais vos retours me poussent à continuer dans cette voie. Bref, revenons à notre voyage. On quittait Itaúnas après plusieurs jours direction le nord. Nous quittons Itaúnas par le chemin de sable, par la piste direction le nord. On va toujours vers le nord, on sait pas trop ce qu'on va faire, on a quelques plans. On voyage un petit peu à l'improvisation comme ça, on n'a pas trop de plans, on a juste quelques villes, quelques centres d'intérêt à aller voir et tous les jours, tous les matins on se réveille en se disant bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans les 2 prochains jours et surtout on demande aux gens, donc on a essayé de demander des conseils ici. Ce serait une bonne musique pour une vidéo YouTube. Pour quitter Itaúnas et rejoindre notre prochaine étape, pas le choix. On s'engage alors dans 50 km de piste. La question est, est-ce que Léo va tenir le coup? Et la réponse est oui, c'est un petit Volkswagen bien robuste. Là on est complètement perdu là. On suit des pistes, on est en train de s'enfoncer.
ouais. Regarde-moi l'état du van. Franchement, on s'est engagé dans une piste là, c'est hardcore. On va en dessous. On perd un peu d'huile, j'espère que ça va aller. Bienvenue à Bahia. On est juste au bord de l'eau comme tu peux le voir, on est près de la plage de Caravelas et on est venu un peu ici par hasard encore une fois. On est arrivé de nuit même, après Itaunas et on s'est fait des potes qui voyagent aussi en combi, un combi magnifique. Je sais pas si tu l'as bien vu, il est derrière moi. C'est Flavio et Inès qui voyagent dans ce combi. Ils sont hyper sympas, ce matin ils nous ont servi le petit déj. Donc c'est vraiment cool de rencontrer un peu des voyageurs comme nous, parce qu'on n'en rencontre pas beaucoup, je crois même que c'est la première fois depuis le début du voyage. Donc ils disent qu'en fait ça fait une semaine qu'ils sont ici, parce qu'ici il y a tout. Il y a des douches à droite, il y a la mer devant nous, il y a des toilettes ouvertes, il y a des petits bars. Il n'y a juste pas d'internet, il y a vraiment 0 connexion ici, mais bon, c'est pas grave. Bon les gars, il faut que je vous parle d'un truc très grave. Oui. C'est assez compliqué d'en parler pour moi, mais je pense que je vais quand même y arriver. N'importe quoi. En gros, il y a 3 semaines, un mois, on était à Paraty et je me suis renversé une bouteille de cachaça en verre, donc la bouteille d'alcool, sur le pied. Donc je me suis coupé le pied. J'ai une vidéo, enfin Lou a filmé une vidéo, il y avait pas mal de sang, c'était un peu dégueu. Donc j'avais 2-3 coupures sur le pied. Rien de grave, c'était superficiel. Et sauf qu'il y a une coupure au niveau du doigt de pied qui s'est mise à gonfler. Et pourtant je la désinfectais et on avait peur qu'il y avait un petit bout de verre qui soit bloqué dans la coupure. Du coup aujourd'hui on a discuté avec nos voisins, on s'est fait des potes et ils m'ont dit t'as quoi sur le pied? Ça s'appelle un bichou d'épée, d'LP. Bichou d'épée. Un bichou d'épée. Ça veut dire insecte de pied. Et là il a commencé à parler en portugais, il a dit ouais en gros c'est des insectes qui rentrent dans les pieds et qui restent là et ça c'est pas grave, ça fait pas mal mais ça peut un peu gratter, ça peut un peu faire mal. Donc là j'ai potentiellement un insecte qui est rentré dans mon pied à l'endroit où je m'étais coupé en fait. Pour nous jusqu'à maintenant c'était potentiellement un morceau de verre qui était resté bloqué, mais là en parlant avec eux ils ont dit non je pense pas que ce soit ça. Ça ressemble plus à une coupure et en plus on a regardé des photos du truc et ça ressemble vraiment à ça. Et parce qu'en fait je suis toujours pieds nus, je marche dans le sable tout le temps et en fait c'est ça, genre ces insectes là qui traînent dans le sable et ils rentrent dans ton pied et moi du coup ils ont profité de la coupure pour rentrer. Bon officiellement je monte mon doigt de pied sur YouTube, du coup voilà c'est ça. En soi c'est pas énorme mais tu vois c'est un peu gonflé, genre j'ai pas ça. Une bonne boule quoi. Mon pied il est pas comme ça normalement. Et j'ai cette pointe noire et donc potentiellement il y a un insecte qui a fait sa maison dans mon yep. Ouais, quand j'appuie j'ai mal. Qu'est-ce que tu fais? Là je me suis dit putain faut que je l'enlève. Donc ça fait pas très mal. Ah ça saigne direct hein. Tu vois c'est une boule de sang et je suis sûr il est là-dedans quoi. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas s'il est là-dedans tu vois. Non, vas-y continue d'enlever. Faut pousser un peu non? Imaginez on va partir avec cette patte là. Bon, en soi ça faisait pas si mal que ça, mais j'ai pas réellement sorti le parasite. En fait. Alors on s'est dit que dans les prochains jours, on irait dans une pharmacie pour demander un avis. C'est quand même plus sûr. Si t'es vraiment curieux, je t'invite à taper ça sur Google Images et on en reparle en commentaire. Bref, après cette parenthèse médicale, on est parti explorer les alentours avec Inès et Flavio. On s'est fait encore de nouveaux amis qui nous ont même prêté leur visite. On est resté plusieurs jours ici à profiter de ce spot incroyable et surtout gratuit. Infinitas pra contar. Tem sol brilhando e os patos nadam em paz. Iemanjá, c'est le nom de cette divinité. C'est une divinité qui est assez importante ici au Brésil. C'est des religions qui descendent un peu du côté africain. Et ça, c'est la déesse de la mer. Et en fait, c'est très important ici à Bahia. C'est une divinité qui est beaucoup célébrée ici. Les gens font des offrandes à Iemanjá, donc des offrandes de la mer. Donc des poissons, des étoiles de mer, des coquillages. Et ils viennent disposer tout ça autour de la statue. Je dois t'avouer que pour l'instant, ce voyage est une énorme réussite. On découvre le Brésil le long de ses routes à notre rythme. On rencontre des personnes formidables et on vit la vie que l'on souhaite. Il nous reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir avant la fin des 3 mois. Qui sait ce que nous réserve la suite de l'aventure? Abonne-toi pour ne pas la rater, mets un like et un commentaire pour soutenir la chaîne YouTube. Un prochain Drop Tarouga est prévu pour dans quelques semaines, donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. Et on se dit à la prochaine.